Je vais essayer peut-être de revenir sur certains aspects du terrain qui ont à faire avec l'archéologie, mais qui ont peut-être aussi à faire avec la recherche en général, en sciences sociales et en anthropologie, on va dire. Je me souviens, en revenant du terrain, en fait, et après avoir fini ma thèse de doctorat, de m'être fait cette réflexion-là, c'est-à-dire que on est des humains qui avons besoin d'ordre et d'organisation. Et donc, quand on fait un projet de recherche, et en archéologie en particulier, on essaie de formuler une problématique, des questions de recherche, d'organiser la réalité ou l'histoire de façon à pouvoir avoir des points de repère pour arriver à trouver ce qu'on veut trouver. On se donne les outils qu'on peut pour pouvoir obtenir des réponses, etc., etc. Là, on est bien armé, on a notre petite subvention, étudiants, pas étudiants, et on arrive sur le terrain. Il y a toute la partie organisation du terrain sur laquelle je peux revenir, mais c'est pas ça que je veux faire pour le moment. Là, on arrive et on tombe en plein chaos. On va dire que tout n'est pas comme ça aurait dû être. Les sites sont peut-être pas aux bonnes places. La végétation ne se comporte pas comme on voudrait. On ne connaît pas ça. C'est le chaos. C'est la réalité où ce qu'on voit, c'est pas organisé. En tout cas, pour nos yeux, à nos yeux. Et ce qu'on fait pendant cette période de terrain, c'est d'essayer de remettre les choses en ordre. Et quand on revient de ce terrain et qu'on rentre et qu'on fait notre texte, ou notre livre ou notre thèse, on remet l'ordre, on reconstruit. C'est presque, contrairement à quand on parle de déconstruction il faudra peut-être qu'il y ait une autre étape après avoir fini la thèse ou le livre où on redéconstruit. Autrement dit, c'est une impression que j'ai eue, qu'on recherchait à travers, qu'on avait une période d'ordre, qu'on avait le chaos, puis qu'on remettait de l'ordre dans ce chaos. Alors, pour remettre de l'ordre dans ce chaos, l'archéologue a des méthodes. Et ce qui, je disais tout à l'heure, est peut-être un petit peu nouveau, c'est qu'à partir des années 60, 70 même, on a voulu scientifiser ou discipliner ou rigoriser notre recherche. Et donc, il fallait pouvoir éliciter. Quand on voulait démontrer quelque chose, il fallait parler de sa méthodologie, de ce que l'on avait fait, et donc il devait y avoir un lien entre l'espace qui avait été observé, etc. Au Mexique, l'avantage, c'est que d'abord, il y a eu beaucoup de monde en histoire, dans le passé préhispanique. Et donc, il y a beaucoup de traces de l'occupation du territoire. Des traces qui sont visibles, grosses, comme des monticules, des bases de temples, toutes sortes d'aménagements qui sont totalement apparents, qu'on a dessinés, etc. Et il y a des traces qui sont d'artefacts, de céramique, de pierres taillées, de coquillages, parfois de matières périssables, mais très rarement. Et donc, on essaie de pouvoir reconstituer les paysages habités à partir donc de ces indices qui sont à notre disposition. Alors, j'arrive dans un territoire, on va dire comme... pas le prendre avec mes étudiants. On va faire un territoire qui était celui de la région Mescala,
40, 200 km², etc. On a décidé de faire un échantillonnage, c'est-à-dire notre région est rectangulaire, de faire des transects d'à peu près 10 km à tous les 10 km. Et donc, à partir de là, on va faire une marche, si vous voulez, à travers ce territoire pour essayer de localiser des sites, un peu en fonction également de ce que les gens connaissent de la région, en fonction des endroits le plus susceptibles d'avoir été occupés à la période qui nous intéresse. Nous autres, c'est des agriculteurs, fait qu'on ne vont pas aller se mettre au sommet d'une montagne, etc., etc. Alors donc, par exemple, je suis avec 3 étudiants, on va aller dans le village le plus près, on va demander d'avoir de l'aide d'assistants, demander aussi si on connaît des sites dans la région, etc., etc. Et à partir de là, donc, on fait l'étude de notre petit segment de territoire. Et quand on arrive à un endroit où il y a un monticule, bon, ben, on va regarder, on va s'asseoir, on va faire un dessin, on va marcher autour pour voir s'il y a de la céramique ou des restes, des indices, c'est la même chose. Et on continue comme ça et on établit une carte avec les sites qui sont dans cette région. On peut sortir parfois du transit parce que c'est il ne s'agit pas d'être complètement con non plus. Et donc, on obtient, et on refait ça. À partir de là, on obtient, disons, la première année, je me souviens plus, mais disons qu'on avait trouvé 70 sites. Okay? On va faire une étude grossière de ce que l'on a trouvé, d'un point de vue autant vestiges apparents que de vestiges artefactuels. Alors on dresse une carte, on a des monticules, on a des terrains de jeu de balle, on a des je sais pas quoi, on a des grands sites, des moyens sites, des petits sites, et on a dans le matériel quelques indices pour voir si ça se ressemble pas, s'il y a des affaires qu'on reconnaît ailleurs comme étant plus récents ou comme étant plus vieux, etc. Puis à partir de là, on a une espèce de canevas avec des sites qui vont être placés dans le temps et qui vont être qualifiés dans la forme. Mais à partir de là, on peut passer à l'étape suivante. Dans le cas qui nous préoccupait, on a vu qu'il y avait une certaine homogénéité dans le sud de la région. On a pensé que peut-être on pourrait explorer cette homogénéité. Il y avait une séquence, il n'y avait pas, ça n'avait pas plus que ça. Et à partir de là, on a choisi 2 sites qu'on est allé inspecter plus profondément. Et à partir de là, donc on a fait des fouilles, on a continué dans un autre sens. Mais je veux dire, c'est un peu, la démarche c'est toujours celle-là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir indiquer ce que l'on fait, il faut qu'il y ait une certaine correspondance et que ce ne soit pas seulement de l'aléatoire quand on fait des travaux comme ceux-là. C'était la grande critique qui a été faite. Alors maintenant, évidemment, on a cette démarche, elle existe depuis les années 60, ça c'est sûr. Ce qui change, ce sont les outils. Les outils pour aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'on a plus de possibilités maintenant, surtout quand on fouille des grands sites, d'avoir donc des stations totales, des déterminants, des machins pour aller voir sous la terre, tout ce que vous voulez. Mais en gros, la démarche reste la même, c'est de refaire de l'ordre là où il y a un grand désordre quand on arrive. Au Mexique également, je pense qu'il y a des conditions qui sont spécifiques au Mexique et c'est celui des rapports avec les autorités.
Je pense que c'est la même chose dans tous les pays du monde, mais disons que c'est assez... obtenir un permis, c'est pas toujours facile. La première année où j'ai voulu avoir un permis comme archéologue en 1979, en fait, est une année où le Consejo de Arqueología avait imposé une taxe de 15% sur tous les budgets des chercheurs qui venaient faire, étrangers qui venaient faire de l'archéologie au Mexique. Le gouvernement du Canada m'a dit, on ne vous donne pas votre argent dans ces conditions-là. Il n'y en a pas question, c'est unilatéral, etc., etc. Je me suis battu pendant 3 mois à aller au Consejo tous les matins, à discuter avec les gens de l'ambassade, à parler avec le CRSH, à parler avec le ministère des Affaires extérieures, etc., etc. J'ai perdu tout mon été pour me faire dire non à la fin de l'été. Je ne me raconte même pas le détail parce que j'ai failli y arriver, en tout cas. Alors là, ça a été, donc l'année suivante, ça a été, j'ai finalement eu mon argent, on s'est arrangé, les budgets, en tout cas, finalement, ça a été correct pour les années. Et c'est finalement par un truc de passe-passe politique, une entente bilatérale entre les ministères des Affaires extérieures que finalement on n'a pas eu à payer cette taxe-là. Mais ça a mis au moins 6 ans avant que ça se produise. Ça donc, bon. Mais une fois que j'avais l'autorisation de la ville de Mexico, que j'avais mes lettres pour présenter, où je me présentais, etc., pour moi, c'était... Bon, fallait toujours tergiverser, mais en fait, ça se faisait relativement bien. Une petite boîte de chocolat par-ci, une petite boîte de chocolat par-là, bon. Mais c'est mieux que de payer des bribes, mais avec chocolat, on aime ça. Mais pour moi, ce qui était plus important, c'est quand tu arrives sur le terrain. C'est que l'on puisse avoir la permission des gens chez qui qu'on allait déranger, les populations, etc., qu'on aidait d'une certaine façon. C'est un des États les plus pauvres du Mexique. Et, je veux dire, les salaires horaires sont... minime, c'est pas horaire d'abord, c'est au jour. Le salaire serait peut-être 10 $ par jour plutôt que 10 $ par heure. Et encore, c'est beaucoup. Et donc, j'étais très, très consciente de ça, puis c'est personne qui m'a appris ça, c'était juste une sensation. Et ça s'est avéré le cas, plus particulièrement dans les années 93, exactement, l'année 93, au Guerrero, et l'endroit où je travaille, c'est le long de la rivière Balsas. Et le long de la rivière Balsas, qui est un des fleuves les plus importants du Mexique, on a fait beaucoup de barrages hydroélectriques. On en avait déjà fait à peu près 3 ou 4 dans la partie inférieure du cours d'eau. Et là, on allait en faire un à la hauteur de Mescala, du village de Mescala, et dans la région où je travaillais, qui est une région où il y a une trentaine de villages de langue nahuatl, Alto Balsas, qui sont une population qui est certainement dans les 30 000 habitants, et donc qui allait être inondée et qui allait être déplacée. Et ces gens-là, d'abord, n'ont jamais été prévenus. Les enquêtes ont été faites très subrepticement, sans donner l'avis à personne. Et on leur a annoncé à un moment donné qu'on allait faire des barrages. Et ces gens-là se sont regroupés, les Los Indios de Alto Balsas, ont sollicité l'aide de la société civile, ont écrit à leurs amis résidents des États-Unis, les anthropologues les archéologues se sont prononcés contre le barrage, que ça allait inonder non seulement des villages existants, mais aussi des villages du passé, etc., etc., etc. Et finalement, le président, je ne me souviens plus de son nom, mais de toute façon, on a refusé que le barrage soit fait. De toute façon, c'est un barrage que ça aurait été, au bout de 10 ans, ça ne marche plus. Parce que ça s'enlise, parce que ça ne fonctionne pas. Bon, alors donc, en 93, quand j'y suis allée, c'était déjà réglé depuis 1 an.
Mais l'atmosphère était encore assez fébrile et surtout, le groupe Los Altos de l'Alto Balsas avait gagné une victoire. Donc, il se sentait fier de ses revendications, etc. Et mon ami Martial Camilo, qui a été commissaire du village, me dit, avant de commencer tes fouilles, il faudra peut-être que tu retournes voir le commissaire, parce qu'il est bien jeune, il vient d'entrer en fonction, puis je pense que le village n'est pas d'accord à ce que vous reveniez. Alors donc, je suis allé voir le monsieur, et là il m'a dit, bon, on va se faire une convocation, et là on s'est retrouvés à la place du village, dans la salle de convention, avec le village entier, il y avait à peu près 500 personnes certains, les femmes, le chœur des femmes dans un coin, et là les hommes qui parlaient, puis tout ça se passait en nahuatl, que je ne comprenais pas, puis mon étudiante Dominique Rabi n'était pas là. Alors, elle parlait un peu, ce qui fait qu'on écoutait. Puis là, il y avait quelqu'un qui faisait un peu la traduction après. Et tout ce que j'entendais, c'est que on était des conquistadors, puis qu'on allait dire au gouvernement qu'on était, qu'il y avait rien là qui pouvait venir inonder, etc., etc., etc. Ça a duré 1 heure et demie. Et finalement, on m'a dit, non, faites pas. Ah ben, écoutez, c'est vous. Redonnez-moi mon rapport, puis je suis reparti, puis je suis allé faire des fouilles ailleurs, je suis allé faire de la reconnaissance et mon projet ailleurs. C'était malheureux parce que j'avais vraiment un projet à ce moment-là qui aurait été un projet qui partait de la Mésoamérique ancienne, le Guerrero ancien, jusqu'au Guerrero moderne, parce que Dominique Rabi, qui avait été archéologue avec moi, s'était transformée en ethnologue. Et elle travaillait beaucoup avec les femmes, avec les contes, etc. Alors, c'était les aléas. Cet aspect-là, je pense, est important. C'est important pour... les étudiants l'ont vécu. C'est important, je pense que ça se passe aussi dans les communautés amérindiennes ici. Il y a d'autres sortes de problèmes. Ces problèmes là-bas sont plus d'ordre politique. Il n'y a pas de problème des cimetières et de conserver les cimetières et ces trucs-là. C'est quand même moins... ça ne fait pas partie des revendications parce que les Indiens du Mexique sont quand même intégrés. Je veux dire, le Mexique n'est pas fait d'Espagnol, il est fait du résultat de 400-500 ans de mélange entre les deux. Alors, avec une certaine gradation, mais il est évident que les plus pauvres sont généralement les plus foncés, mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle on n'entrera pas. C'est pas mon propos ici. Mais donc, les étudiants, pour moi, c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle j'ai eu du plaisir à faire de l'anthropologie et à faire de l'archéologie au département. Tout au long de ma longue histoire de département, c'est ceux qui gardent justement toujours cette énergie et cette exigence par rapport, ils sont jeunes, ils sont comme moi quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire qu'on a envie d'apprendre, on n'y a rien qui nous arrête, on est prêt à faire n'importe quoi, malgré le fait que les circonstances ne soient pas toujours faciles, mais depuis que je suis au département, il y a toujours eu des problèmes à avoir de l'argent, à pouvoir travailler puis étudier en même temps, etc., etc. C'est pas une chose particulièrement nouvelle. Mais je me souviens surtout à l'époque où j'ai été directrice au département, c'est-à-dire entre 91 et 97, c'était une période de compression, jamais autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que là, je tomberais par terre, mais enfin, de compression très importante. Moi, la seule chose, quand on me demandait quelque chose, la seule chose que je pouvais dire, non, je peux pas, on n'a pas d'argent. Mais à travers tout ça,
La seule chose qui m'a tenu en vie et qui a tenu le département en vie, c'est les étudiants. Parce que les étudiants, oui, il n'y avait pas d'argent, mais ils étaient là pour apprendre. Ils étaient là pour ça. Et donc, on, je leur dois autant qu'ils me doivent. Et si je suis encore en vie et jeune et pleine d'enthousiasme, c'est un petit peu à cause d'eux. Là, je donne un séminaire parce que Christina Alperine, celle qui va prendre la relève, parle pas encore complètement français. Et j'ai un plaisir magnifique et je sens aussi le plaisir des étudiants et je comprends d'apprendre, même s'ils ne feront jamais d'archéologie au Mexique, mais de pouvoir essayer on travaille sur la représentation et conception du corps en Mésoamérique ancienne, et c'est fascinant, je veux dire. Ça les stimule, ça me stimule, et je pense que cette combinaison est très bonne pour les étudiants. Alors c'est pour ça que quand ils viennent au Mexique, il y a une grande exigence de ma part pour que leur travail soit bien fait, qu'ils apprennent leur métier, etc. Mais comme je leur dis toujours, on fait aussi un petit peu d'ethnographie. Alors on va faire des petits voyages, on est allé à Tlaxcala, on est revenu par le Grand Canyon parce que je pense que ça fait partie de la formation, puis que bon, si le conseil de recherche est assez gentil pour nous donner des sous, autant en profiter le plus possible et que ça dépasse les limites. Et on disait tout à l'heure aussi, je pense que comme l'université, finalement, de plus en plus, presque ouvertement, ne donne aucune reconnaissance à l'enseignement, sauf pour des petits prix de meilleur professeur, meilleur chargé de cours, etc. Mais qu'en fait, la chose qui les intéresse le plus, c'est les subventions. Autant que ces subventions servent à justement la formation des étudiants et autant que ça nous serve, nous, à pouvoir les encadrer autant que l'on pourrait. Mais je suis bien triste. La raison, je pense que le truc que je suis triste de quitter le département, c'est ça. Parce que c'est vraiment notre raison d'être, même si c'est pas ce que pensent les autorités. Alors, je continuerai d'être en relation avec mes étudiants.